Bonjour et bienvenue. De combien d'étapes se compose une séance d'hypnose? Pour répondre précisément à cette question, il est nécessaire de faire la distinction, d'une part, entre la séance d'hypnothérapie dans sa globalité et, d'autre part, le travail hypnotique qui sera réalisé au sein de cette séance d'hypnothérapie. La forme d'hypnose que je pratique et que j'enseigne depuis plus de 20 ans repose sur une notion qui est pour moi fondamentale et essentielle. Chaque personne est unique, particulière et différente. Et il est fondamental, essentiel, que l'hypnothérapeute sache s'adapter aux spécificités, aux particularités, aux besoins de son client, de manière à pouvoir l'aider, l'accompagner de la meilleure manière possible. Lorsqu'une personne vient me voir pour un problème, il est essentiel que je cherche à comprendre comment elle vit, comment elle fait l'expérience du problème pour lequel elle vient me voir. Si une personne vient me voir pour un problème d'anxiété, sa manière à elle de vivre l'anxiété sera différente de la manière dont une autre personne va vivre l'anxiété. Et même si le diagnostic est le même, qu'on appelle ça de l'anxiété, une douleur chronique, une habitude néfaste, même si le problème en apparence est le même, dans sa manière personnelle de le vivre, il y aura naturellement des différences. Et il est important pour moi de pouvoir comprendre précisément comment cette personne fait l'expérience de son problème, de manière à ce que je puisse adapter les outils de l'hypnose que je vais utiliser pour aider cette personne à vivre un changement. Je suis encore fondamentalement surpris aujourd'hui de découvrir qu'il existe encore des écoles qui forment de futurs hypnothérapeutes en leur distribuant des scripts et en leur disant « si une personne vient vous voir pour de l'anxiété, vous leur lisez ce script. Si la personne vient vous voir pour arrêter de fumer, vous lui lisez ce script. Si la personne vient vous voir pour des douleurs chroniques, vous lui lisez ce script. » Comme si la personne se résumait à la problématique qu'elle rencontre. Et je crois profondément que nous sommes tous uniques, tous particuliers, tous différents, et qu'il est essentiel que moi, hypnothérapeute, je sache m'adapter, je sache comprendre comment utiliser mes outils pour aider au mieux la personne que j'ai en face de moi. C'est la raison pour laquelle la première étape d'une séance d'hypnothérapie consiste en un questionnement. Questionner la personne de manière à pouvoir découvrir, comprendre comment la personne se souvient de son passé. Nous avons tous un passé unique, particulier, différent. Un passé qui peut naturellement influencer notre vie dans le présent et notre représentation du futur. Donc, comment cette personne fait l'expérience de son passé? Comment elle s'en souvient? Comment la personne s'imagine le futur? Quelles sont les représentations? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle se dit quand elle pense au futur ou qu'elle imagine le futur? Comment son passé et son futur influencent sa manière de vivre dans le présent. Et donc, durant cette phase de questionnement, toujours dans l'optique d'une demande bien précise, la personne vient me voir pour une problématique bien précise et loin de moi l'idée de vouloir mettre toute sa vie à plat, l'objectif est de toujours rester focalisé, concentré sur la problématique pour laquelle la personne vient me voir et tout en restant concentré sur la problématique, de la questionner de manière à pouvoir découvrir, comprendre comment la personne fait l'expérience de la problématique. Ce questionnement, qu'on appelle le questionnement phénoménologique, c'est une grille de questionnement, c'est une manière particulière de cartographier, d'inventorier, d'essayer de bien comprendre quels sont les mécanismes intérieurs chez la personne qui font que le problème va apparaître. Et le but de ce questionnement, c'est de cartographier, de faire l'inventaire de tous ces mécanismes intérieurs. Alors, lorsque je parle de mécanismes intérieurs, il y a les pensées qu'on peut avoir, il y a la manière dont on se remémore notre passé, il y a le sens que l'on donne aux événements du présent. Ce sont toutes ces différentes dimensions qui vont créer ce qu'on appelle cette forme de carte routière ou paire de lunettes qui va nous amener à vivre la vie d'une certaine manière. Et donc le but de ce questionnement, c'est de découvrir quels sont les mécanismes présents à l'intérieur de la personne qui vont donner naissance, qui vont engendrer le problème pour lequel la personne vient me voir. À partir de ce questionnement, je vais pouvoir comme cela identifier ce mécanisme intérieur, et ce mécanisme intérieur, il va me mettre sur la piste de quelque chose d'extrêmement important. Ce quelque chose d'extrêmement important, c'est
qu'est-ce que la personne a besoin de faire autrement, qu'est-ce que la personne a besoin de se représenter autrement, qu'est-ce que la personne a besoin d'imaginer autrement, de façon à avoir davantage de choix, que le changement puisse se produire. Et à partir du moment où j'ai identifié de quoi la personne a besoin pour pouvoir avoir plus de choix dans sa vie, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais me poser la question de savoir comment je vais utiliser mes outils hypnotiques de manière à pouvoir aider la personne à vivre, à apprendre, à créer le changement qu'elle souhaite vivre. Je donnerai en fin de vidéo un exemple concret de façon à ce que vous puissiez vous faire une représentation bien précise de ce processus. Donc, j'accueille la personne, je commence par la questionner de manière à pouvoir identifier ce mécanisme intérieur. Ce mécanisme intérieur va me mettre sur la piste de ce que la personne a besoin d'apprendre, de créer pour avoir davantage de choix. Et une fois que j'ai identifié ce que la personne a besoin d'apprendre ou de créer pour avoir davantage de choix, alors là, je vais commencer à me poser la question comment je vais construire ma séance d'hypnose. Et à partir du moment où j'ai pu construire ma séance d'hypnose, identifier comment je vais structurer les différentes étapes de ma séance d'hypnose, quels sont les outils que je vais utiliser durant ma séance d'hypnose, une fois que cela est clair dans mon esprit, alors je peux commencer l'étape du travail hypnotique à proprement parler. Le travail hypnotique va commencer par ce qu'on appelle l'induction. L'induction hypnotique a un objectif bien précis, c'est de permettre à la personne qui est accompagnée d'entrer dans un état de conscience modifié. C'est le terme médical utilisé, l'état de conscience modifié illustre bien que la personne va rester consciente, en hypnose on reste toujours conscient, et tout en restant pleinement conscient, eh bien notre état de conscience va s'altérer ou se modifier. Lorsque l'état de conscience se modifie ou s'altère, eh bien ça va stimuler des ressources particulières dans le cerveau. Et les principales ressources qui vont être stimulées dans le cerveau par l'état de conscience modifié, c'est la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions synaptiques, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a notre cerveau à pouvoir créer, apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première ressource qui est stimulée par l'état hypnotique, l'état de conscience modifié. La deuxième ressource qui est particulièrement intéressante quand on doit gérer de la douleur ou utiliser l'anesthésie hypnotique pour calmer une douleur, la deuxième ressource qui est stimulée par l'état hypnotique, c'est la capacité de notre cerveau à moduler son fonctionnement pour ressentir le corps d'une façon différente. Donc on va utiliser ces ressources de l'état de conscience modifié pour permettre à la personne de vivre le changement pour lequel elle vient nous consulter. Et donc l'induction hypnotique, c'est la toute première étape du travail hypnotique, et cette première étape du travail hypnotique a pour objectif de permettre à la personne d'entrer dans un état de conscience modifié. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est que souvent, il y a des idées préconçues à propos de cette étape de l'induction. Une des premières idées préconçues à propos de l'induction, c'est que pour pouvoir entrer dans l'état hypnotique, il faut absolument se relâcher et se détendre. C'est une pure légende. Il est parfaitement possible d'entrer dans un état de conscience modifié, donc de vivre l'induction tout en restant crispé et tendu. Alors, si naturellement il est possible de se détendre, on va profiter de la possibilité de se détendre, et en même temps, ce n'est en aucun cas un prérequis que de se détendre pour pouvoir entrer dans l'état de conscience modifié. Ce qui est particulièrement évident et utile lorsqu'une personne vient me voir pour une problématique de douleur chronique. Imaginons la personne, elle est là, en face de moi, installée dans le fauteuil, et puis elle a la douleur qui est présente. Cette douleur qui agit comme des sortes de coups d'électricité dans son corps. Imaginons une douleur dans le bas du dos, et puis toutes les 3-4 minutes, il y a une douleur comme ça qui l'envahit, et si il faut absolument se détendre pour entrer dans l'état hypnotique, vous imaginez bien que ces douleurs qui apparaissent comme ça de manière régulière vont l'empêcher de se relâcher et de se détendre. Et heureusement, aucun besoin de se relâcher et de se détendre pour pouvoir entrer dans l'état hypnotique.
L'autre idée préconçue qui est très fréquente, c'est que pour entrer dans l'état hypnotique, il faut absolument lâcher prise, se laisser aller. Encore une fois, c'est une pure légende. Il est parfaitement possible de continuer à contrôler, à maîtriser, tout en entrant dans l'état hypnotique. C'est d'ailleurs une des questions qu'on me pose le plus souvent au début de séance, c'est « mais je suis pas sûr que je suis hypnotisable, j'ai toujours besoin de tout surveiller, de tout contrôler, de tout maîtriser, est-ce que vous pensez que je suis hypnotisable ?» Bien évidemment, il n'y a aucun besoin de lâcher prise ou de faire le vide dans sa tête pour pouvoir entrer dans l'état hypnotique. Donc lâcher prise, se relâcher, se détendre sont des mythes et il est parfaitement possible d'avoir plein de pensées dans l'esprit. Il est tout à fait possible de continuer à contrôler, à maîtriser. Il est tout à fait possible de continuer à être tendu dans son corps et en même temps d'entrer dans l'état hypnotique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'insistais en début de vidéo sur la capacité de l'hypnothérapeute à s'adapter à son client. Car bien évidemment, chaque personne est unique et comme chaque personne est unique, certaines personnes vont avoir besoin de contrôler pour entrer dans l'état hypnotique. D'autres personnes vont avoir besoin davantage de se laisser aller pour entrer dans l'état hypnotique. Certaines personnes vont rester crispées, d'autres vont pouvoir se détendre. Et si moi, je ne sais pas m'adapter aux spécificités et aux besoins de la personne que j'ai en face de moi, et que je lis un protocole qui a été préécrit, je suis dans l'impossibilité de m'adapter aux spécificités, aux besoins de la personne qui est en face de moi. Donc si je constate que la personne elle est complètement crispée et que c'est difficile pour elle de se détendre, voire même, plus elle essaye de se détendre, plus elle se crispe, je ne vais surtout pas amener l'idée de se relâcher, de se détendre lors de l'induction, parce que je vais simplement aller dans une impasse, et elle ne pourra jamais entrer dans l'état hypnotique. Donc un des enjeux de l'induction, au-delà du fait d'induire l'état hypnotique, c'est d'entrer dans la zone de confort de la personne, dans sa zone de sécurité. Si la personne a besoin de contrôler, on va lui donner la possibilité de contrôler. Si la personne reste tendue, on ne va surtout pas évoquer l'idée de se détendre. S'il y a plein de pensées dans sa tête, on va pouvoir même utiliser le fait que son esprit produise plein de pensées pour l'aider à entrer dans l'état hypnotique. Donc encore une fois, adaptation, constamment essayer d'utiliser la manière dont la personne fonctionne pour moduler et adapter la manière de pratiquer la séance d'hypnose. Une fois que la personne est dans l'état hypnotique, une fois que l'induction est terminée, une induction, on va dire standard, va durer entre 10 et 20 minutes. Ça dépendra bien évidemment des personnes, du contexte, de la situation, mais dans un ordre de grandeur, une induction hypnotique dure entre 10 et 20 minutes. Il existe bien évidemment ce qu'on appelle des techniques d'induction rapide, que personnellement je n'utilise pas en séance parce qu'elles ont l'inconvénient de pouvoir créer comme une forme d'insécurité, d'instabilité. Ça met le cerveau davantage en mode survie qu'en mode créative. Et donc, je vais davantage utiliser des techniques d'induction plus lentes. Ce qui ne veut pas dire que les techniques d'induction rapide ne sont absolument pas adaptées. Dans un contexte d'hypnothérapie comme celui que je pratique, je n'ai pas d'utilité particulière à vouloir absolument induire rapidement un état hypnotique. Et donc, une fois que l'induction est terminée, deuxième étape, ce qu'on appelle l'étape des suggestions. C'est quelque part le cœur de la séance d'hypnose. Les suggestions, elles auront pour objectif, pour mission d'utiliser l'état hypnotique qui a été généré par l'induction de manière à pouvoir stimuler les ressources du cerveau. Pour changer, qu'est-ce que notre cerveau a besoin de faire ? Eh bien, pour changer, notre cerveau, il a besoin de créer de nouveaux apprentissages, de créer de nouvelles perceptions, de créer de nouvelles représentations. Notre cerveau a besoin d'utiliser sa capacité à pouvoir communiquer avec le corps de manière à pouvoir soulager des douleurs. Et donc, le cœur du travail hypnotique, c'est l'utilisation de l'état hypnotique pour permettre au cerveau, soit d'apprendre quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, soit de pouvoir communiquer et moduler la manière dont le cerveau perçoit et communique avec le corps. Et donc le travail des suggestions va avoir pour mission de favoriser cet apprentissage ou de favoriser cette modulation. Les suggestions, fondamentalement, se formulent sous forme de discours.
l'hypnose est et reste avant tout une technique de communication. Comme j'aime à le dire, dans mon cabinet, je n'ai ni petites aiguilles, ni accessoires particuliers. Il y a simplement 2 fauteuils, le fauteuil sur lequel la personne est installée, le fauteuil dans lequel je suis installé, et le seul outil que j'ai à ma disposition pour aider la personne que j'ai en face de moi, c'est ma capacité à communiquer. Communiquer, bien évidemment, à travers l'usage de paroles, de mots particuliers, communiquer avec les intonations de ma voix, communiquer avec mon corps, et c'est en même temps le seul outil que j'ai à ma disposition pour aider la personne, c'est ma capacité à communiquer et bien évidemment aussi à écouter. D'ailleurs, on dit parfois qu'on a 2 oreilles pour une seule bouche, ce qui signifie qu'il faudrait écouter 2 fois plus que le temps qu'on prend à parler. En hypnose, lorsqu'une séance d'hypnose se déroule, naturellement, c'est plutôt l'hypnothérapeute qui va parler. Tout en se souvenant qu'au début de la séance d'hypnothérapie, eh bien, il y a toute cette phase de questionnement, et durant la phase de questionnement, il est essentiel que l'hypnothérapeute apprenne à écouter de manière profonde, globale, totale. Écouter les paroles que la personne prononce, observer les signaux que son corps émet, écouter les variations dans sa voix, donc d'avoir une écoute qui soit la plus globale et la plus complète possible. Et donc, pour revenir aux suggestions, le but des suggestions, c'est d'utiliser l'état hypnotique de manière à pouvoir favoriser le changement souhaité. Soit sous la forme d'un apprentissage, la création de quelque chose de nouveau dans l'esprit, dans le cerveau, soit en utilisant la capacité du cerveau à moduler sa manière de communiquer avec le corps. Ça, c'est le but des suggestions. Les suggestions, elles vont avoir un effet dans l'instant du présent, au moment de la séance. Et bien évidemment, il est fréquent que des personnes viennent me voir pour des problématiques qu'elles vont rencontrer dans le futur. Imaginons une situation tout à fait concrète, une personne vient me voir et elle vient me voir pour se préparer à son examen de conduite. Elle a déjà passé une fois l'examen, elle a échoué, elle est prête à passer une 2e fois son examen de conduite et elle est très stressée, elle a beaucoup d'appréhension à l'idée d'échouer une 2e fois. Et donc du coup, elle vient me voir avec l'attente, le besoin de pouvoir être plus confiante, plus sécure, plus calme dans l'idée de passer son examen de conduite. Qu'elle soit calme, confiante, et puis qu'elle ait la pleine capacité de ses moyens quand elle est installée dans le fauteuil en face de moi, c'est une bonne nouvelle, et en même temps, ce n'est pas l'enjeu de la séance. L'enjeu de la séance, c'est que ce qu'on a créé durant la séance d'hypnose, elle puisse le retrouver au moment où elle se retrouvera au volant de la voiture durant son 2e examen de conduite. Et donc c'est la raison pour laquelle on va avoir une 2e forme de suggestion qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. Le but des suggestions post-hypnotiques, qui est la 3e étape de la séance d'hypnose, c'est de faire des liens entre ce qui a été créé et favorisé dans l'instant présent de la séance par les suggestions et les situations, les contextes futurs où la personne va devoir retrouver, réaccéder aux ressources qu'on a cherché à développer durant la séance d'hypnose. Un exemple classique de suggestion post-hypnotique qui est utilisé en hypnose de spectacle, c'est les fameuses suggestions où l'hypnotiseur de spectacle va dire au sujet qui est sur la scène, à chaque fois que je prononcerai le chiffre 8, vous aboierez. Ça, c'est typiquement une suggestion post-hypnotique. Je ne vous dis pas d'aboyer maintenant, je vous dis dans le futur, lorsque je prononcerai un chiffre, qui est le chiffre 8, alors vous aurez un comportement particulier. Et donc, en hypnothérapie, on va retrouver exactement le même principe, sauf qu'on va l'appliquer d'une manière beaucoup plus éthique et respectueuse pour la personne, et le but de ces suggestions post-hypnotiques sera de moduler, de faire des liens entre ce qui a été créé durant la séance et les situations futures que la personne va rencontrer. Et une fois que les suggestions post-hypnotiques ont été énoncées, formulées, qui peuvent se mélanger avec les suggestions, les étapes, elles ne sont pas clairement comme ça séparées, c'est un modèle que je vous présente là, donc on commence par l'induction, ensuite les suggestions,
les suggestions post-hypnotiques pour faire un lien entre ce qui a été favorisé par les suggestions et le futur de la personne. Une fois que ces 3 étapes de la séance d'hypnose ont été réalisées, il nous reste la 4e et dernière étape qui est l'intégration et la sortie. Cette idée d'intégration, c'est simplement de laisser du temps et la possibilité au cerveau comme au corps d'intégrer tout ce qui a été favorisé, créé, suggéré lors du travail hypnotique. C'est vraiment une phase d'intégration au niveau cellulaire. Car bien évidemment, même si le cerveau a la capacité d'apprendre très très vite, pour installer des nouvelles compétences, pour installer des nouveaux automatismes, il est nécessaire que ces nouvelles capacités qui ont été développées au niveau neurologique puissent comme s'intégrer au niveau du corps, au niveau des cellules du corps. Et donc ça, c'est le but de la 4e étape, qui est l'intégration et la sortie. Et une fois que la personne a fini d'intégrer, qu'elle a retrouvé ce qu'on pourrait appeler un état de conscience plus éveillé ou plus normal, donc elle ressort de l'état hypnotique, eh bien, on arrive à la conclusion de la séance d'hypnothérapie par un moment d'échange, de débriefing, où la personne a la possibilité de partager ce qu'elle a pu vivre durant la séance d'hypnose, elle a la possibilité de poser des questions si elle souhaite poser des questions. Ça peut être également le moment où l'hypnothérapeute va proposer ce qu'on appelle des tâches thérapeutiques, donc des actions concrètes que la personne est invitée à mettre en œuvre dans les jours futurs, de manière à pouvoir favoriser encore plus profondément l'intégration du travail hypnotique. Donc, pour synthétiser, une séance d'hypnothérapie dans sa globalité, elle débute par une phase d'accueil, où on établit la relation. Une fois que la relation a été établie, 2e étape, le questionnement qui va permettre à l'hypnothérapeute de comprendre plus en profondeur comment la personne fait l'expérience du problème et surtout qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre pour avoir plus de liberté ou plus de choix ou plus de sécurité ou plus de confiance ou plus de sérénité dans sa vie. Et une fois que l'hypnothérapeute a identifié ce que la personne a besoin de créer, d'apprendre pour pouvoir vivre la vie d'une manière plus confortable, le travail hypnotique qui est lui-même composé de 4 étapes, l'induction, les suggestions post-hypnotiques, l'intégration et la sortie. Et la toute dernière étape de la séance d'hypnothérapie qui est le débriefing de la séance et la possibilité de replanifier une séance suivante. Si je vous donne maintenant un exemple concret que je rencontre très souvent, qui est la problématique de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété ? L'anxiété, c'est la représentation que je me fais du futur. En effet, on sait aujourd'hui d'un point de vue neurologique, les neurosciences l'ont clairement démontré, que l'anxiété provient de la représentation que nous avons du futur. Et lorsque nous souffrons d'anxiété, eh bien, nous avons une représentation du futur qui est une représentation génératrice de peur, parce que nous imaginons, nous représentons le futur comme quelque chose où il va se produire un événement désagréable. Il va se produire une catastrophe dans le futur. Et comme nous imaginons le futur de cette manière-là, eh bien, il est tout à fait naturel et logique que nous souffrions d'anxiété, puisque l'anxiété est la conséquence de la représentation que nous faisons du futur. Donc une personne vient me voir. Elle m'explique qu'elle vient me voir pour une problématique d'anxiété. Naturellement, la première chose importante que je vais faire, c'est de questionner cette personne de façon à pouvoir découvrir comment elle, à sa manière, s'imagine le futur. Parce que bien évidemment, l'anxiété fait partie de ces maux dont souffrent tous les êtres humains. Vous savez probablement que du point de vue de la psychiatrie, nous sommes tous malades et que la maladie la plus fréquente est ce qu'on appelle la névrose. Et la névrose, en réalité, c'est la manifestation de notre anxiété. Cette anxiété qui est tout à fait naturelle, parce que nous sommes tous confrontés à ce futur inconnu, et comme nous sommes confrontés à ce futur inconnu vis-à-vis duquel nous sommes totalement impuissants, eh bien, nous avons une certaine forme de peur, d'appréhension, d'insécurité, d'anxiété à propos de ce futur inconnu vis-à-vis duquel nous sommes impuissants. Et donc la personne, elle vient me voir et elle m'explique qu'elle vient me voir pour des problématiques d'anxiété. Nous avons tous une manière particulière de nous représenter le futur. Donc,
au début de cette séance d'hypnothérapie, je vais questionner la personne de manière à pouvoir vraiment comprendre, découvrir comment cette personne que j'ai en face de moi, elle se représente le futur. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle se remémore des expériences du passé qu'elle projette dans son futur? Ça peut arriver, mais pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui n'ont pas réellement vécu d'expériences difficiles dans leur passé et qui en même temps peuvent souffrir d'anxiété importante. Donc mon travail sera de vraiment comprendre, d'explorer, de cartographier comment la personne pense, comment elle se représente le futur. Et cette compréhension fine de la manière dont la personne se représente le futur va me permettre de vraiment comprendre comment la personne fait l'expérience de l'anxiété dans son quotidien. Si je constate par exemple que la personne a eu une enfance difficile et que cette enfance difficile a laissé des traces, et ces traces amènent la personne aujourd'hui à imaginer le futur comme une possible répétition des événements douloureux du passé. Naturellement, ça va influencer mon travail hypnotique parce que ce passé-là et la manière dont elle s'en souvient et la façon dont elle projette ce passé dans son futur va être la clé de la compréhension de comment la personne vit cette anxiété. Par opposition à une autre personne qui viendrait me voir, qui souffre également d'anxiété, et lorsque je la questionne, je découvre que cette personne, elle n'a pas réellement de souvenirs douloureux dans son passé, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. Et s'imaginer le pire, c'est parfois imaginer tout ce qui peut arriver à ses proches. Par contre, ce qui peut lui arriver à elle, elle n'y pense pas. Alors que d'autres personnes, elles vont surtout penser, imaginer ce qui peut leur arriver à elles. Donc encore une fois, on a tous une manière de nous représenter, d'imaginer le futur autrement. Et à partir de ces informations, je vais pouvoir ensuite comprendre qu'est-ce que la personne a besoin de vivre autrement. Est-ce qu'elle a besoin d'apprendre à pouvoir savoir que le futur peut être différent du passé? Ça va être utile si la personne, elle se remémore systématiquement son passé et qu'elle projette son passé dans son futur. Si c'est le cas, eh bien, le but de mes suggestions sera de suggérer que le futur peut être différent du passé. C'est pas une certitude. Je ne peux pas lui assurer que le futur va être différent du passé. Et en même temps, le futur est totalement inconnu. Donc, il n'y a rien qui nous assure que le futur sera une répétition du passé. Il peut être une répétition du passé et il ne doit pas être une répétition du passé. Donc, d'ouvrir cet espace de possibilités. De la même manière, si la personne n'a pas nécessairement vécu un passé douloureux, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'imaginer un futur compliqué, eh bien, encore une fois, d'ouvrir un espace de possibilités quant à tous les possibles. Oui, il peut se produire des catastrophes dans le futur, comme il peut se produire de belles choses dans le futur. D'autres fois, les personnes ont besoin d'apprendre à avoir confiance en leur capacité d'adaptation, en leur capacité à s'adapter, à créer, à improviser. Et si elles ont davantage confiance en leur capacité intérieure à s'adapter et à improviser avec les événements de la vie, eh bien, elles peuvent appréhender le futur de façon plus sereine, plus sécure. Donc c'est la raison pour laquelle ce questionnement est aussi important et qu'il va influencer toutes les étapes du travail hypnotique. C'est un questionnement qui va influencer et nous amener à construire la séance d'hypnose d'une façon très spécifique. Et c'est un des éléments clés que j'enseigne durant ma formation, car il me semble essentiel, pour ne pas dire fondamental, que tout hypnothérapeute sache et soit capable d'adapter son utilisation des outils hypnotiques aux spécificités et aux besoins de la personne. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention et de votre présence et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.